Pour comprendre l'histoire de l'immigration en Belgique et plus particulièrement à Bruxelles, il faut remonter au début de l'industrialisation de la Belgique et chercher à savoir à quand date l'installation des premiers migrants à Bruxelles. Quelles étaient les politiques d'accueil des migrants et les raisons de leur installation dans la capitale européenne. Molenbeek, l'une des 19 communes de Bruxelles où se trouve actuellement la fonderie, le musée de l'industrie et du travail, était appelé autrefois le petit Manchester belge en se référant à la première ville de l'histoire de l'industrialisation. En effet, la commune était l'un des principaux centres industriels de la région. Usines et fabriques ont déterminé l'univers urbain et social de ce territoire jusqu'à aujourd'hui. L'immigration est un phénomène beaucoup plus ancien que celui qu'on connaît aujourd'hui. En fait, lorsque la Belgique s'est formée et que le pays a commencé son essor économique, il a eu de la chance parce qu'il s'est formé au moment où on allait entamer une période longue de croissance économique aussi, qui est celle de la révolution industrielle. Il y avait pas mal d'étrangers qui venaient s'installer à Bruxelles. Mais ces étrangers étaient des bourgeois qui venaient d'Angleterre, de France, d'Allemagne et ainsi de suite, et qui habitaient à ce moment-là dans le quartier Léopold, enfin, surtout dans le quartier Léopold. Et donc Bruxelles était une ville florissante, bien connue, et qui attirait des gens pareils, y compris d'ailleurs aussi parfois des réfugiés politiques venant de ces villes. Quelqu'un comme Karl Marx, par exemple, a vécu pendant un bout de temps à Bruxelles. Et puis, il y avait aussi d'immigrés qu'on n'appelle pas immigrés comme aujourd'hui, mais la population qui devait venir travailler dans les usines à Bruxelles, donc au XIXe siècle, étaient des immigrés aussi qui venaient des campagnes flamandes, des campagnes wallonnes, et qui devaient s'intégrer dans la ville exactement comme les immigrés d'aujourd'hui, arrivant d'un peu partout dans le monde, découvrent la ville et doivent tâcher d'y faire leur vie. La seule différence, finalement, c'est la distance d'où on vient et le nombre de lieux d'où on vient pour répondre aux besoins de main-d'œuvre dans la ville. Nos participants expliquent ce que c'est pour eux le vivre ensemble et les raisons de ces replis identitaires. Certains sont convaincus qu'ils sont discriminés à cause de leurs origines et préfèrent vivre alors entre eux. D'autres pensent et acceptent qu'on est toujours l'étranger de quelqu'un, mais il faut juste apprendre à vivre ensemble. C'est la seule façon de lutter contre la discrimination et le racisme. Ici à VIA, c'est que nous accueillons les personnes qui viennent d'arriver en Belgique. J'espère que vous connaissez un tout petit peu ce que nous appelons les primo-arrivants, c'est-à-dire ceux qui sont en séjour légal depuis moins de 3 ans. Et donc, voilà, nous organisons ici ce qu'on appelle les cours de citoyenneté, les cours de droits et devoirs et également les cours de français. Et nous organisons également, donc voilà, nous avons aussi des rendez-vous avec les bénéficiaires pour répondre effectivement à un certain nombre de demandes qu'ils ont. Moi, je trouve que parfois, lorsqu'on ne connaît pas, on fait des raccourcis. Lorsqu'on ne connaît pas la situation, on a tendance à faire des raccourcis. Les immigrés sont ceci, les immigrés sont cela. Je suis certain que si ces personnes qui ont des préjugés aussi négatifs avaient quand même l'occasion de côtoyer, de rencontrer ces personnes, de les écouter, ils auraient changé d'avis. Mais peut-être ils n'ont pas cette opportunité. Pourquoi ne pas créer ces occasions-là? On aurait pu peut-être casser pas mal de choses et puis ça permettrait également donc de construire le vivre ensemble. أكيد صعبة لأنه يعني عفت بلدي وأهلي وناسي بس حسيت هون بالأمان. تواجهني بعض المشاكل يعني بالبلد بس يعني ممكن إنه مساعدة المنظمات الإنسانية مساعدة الفئة اللي أنا بيها يعني تنحل. Moi, je pense personnellement que si on migre, c'est pas qu'on l'a choisi forcément, c'est qu'il y a une nécessité à partir. Et donc, ça dépend des situations. Si on parle du public syrien, qui est quand même la majorité aussi du public qu'on a, là, c'est clair que c'est un public qui vient
d'un pays en guerre, donc avec tout ce qui va derrière, quoi, tous les traumas qu'il y a pu avoir. Donc on est aussi là pour aiguiller et pour écouter et relayer. L'immigration, c'est un grand mot. Pour moi, l'immigration, c'est quelqu'un qui part d'un endroit, qui arrive à un autre. Parfois c'est voulu, parfois c'est forcé. Mais j'ai l'impression que dans tous les cas, si quelqu'un choisit de partir, c'est pour aller dans un endroit où il pense que ça va être mieux, momentanément ou pas. Donc voilà, c'est quitter pour un inconnu. C'est beaucoup de choses, l'immigration. Il y a des pays où l'immigration, effectivement, a apporté beaucoup de choses au pays, en termes de diversité, au niveau aussi bien économique, culturel, dans tous les domaines. Et donc, effectivement, les personnes qui viennent d'arriver ici, moi, je vois quand même l'envie de travailler, l'envie de trouver sa place, l'envie d'avoir quand même une autonomie. Je vois quand même des gens qui sont motivés. Parce que vous voyez des personnes qui viennent ici, qui n'ont jamais appris l'école, qui ne connaissaient aucun mot de français. Vous voyez, en l'espace de 5 mois, 6 mois, ils commencent déjà à communiquer, ils commencent déjà à se débrouiller, ils commencent déjà à chercher du travail, à chercher des formations. Vous vous rendez compte que ce sont des personnes qui n'ont pas quand même envie de rester bras croisés. Il y a un double discours. À mon avis, il y a certainement aussi un discours politique qui, lui, tend à diaboliser ou à... On est dans une période où il faut trouver un bouc émissaire et on va dire que l'étranger, en général, c'est assez facile. Pour l'immigration, des fois, c'est quitter le pays et venir ici, des fois, c'est difficile. Si c'est le bateau, tu peux mourir dans la mer. Aussi, tu peux venir aussi et avoir des difficultés sans, tu n'as pas de papier, c'est difficile quand même. Sans papier, c'est difficile, c'est trop même difficile. Elles arrivent et donc elles se demandent qu'est-ce qu'elles doivent faire avec ces papiers. Ça peut être des papiers envoyés par Actiris, par la commune. Donc voilà, elles sont un peu perdues avec tout ça. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend aussi le temps de lire ces papiers, d'expliquer, de poser les choses. Et voilà. Ce que j'ai à dire, parce que des fois, il y a des Belges qui sont méchants. Très méchant même. Parce qu'un jour, j'ai rencontré une dame, parce que je dois aller à l'hôpital. Je ne connais pas l'adresse. J'ai vu une dame, un couple. Je l'ai demandé, ils m'ont, je sais pas, ils m'ont vraiment rejeté. Ce jour-là, j'étais très émue. Je ne savais pas qu'il y a des gens qui sont comme ça ici. Ce jour-là, j'ai pleuré. La discrimination, ce n'est pas un accident, c'est quelque chose de structurel, de structuré au sein de la société et qui découle en fait d'un contexte qui est là depuis plusieurs siècles. Donc, qui est-ce qu'on discrimine? Alors, la discrimination, ça touche des personnes à l'égard duquel, en tout cas la discrimination raciste, après il y a d'autres critères de discrimination comme l'âge, comme le genre, comme l'orientation sexuelle. Nous, au MRACS, on s'occupe de la discrimination raciste. Et donc, la discrimination raciste, ça concerne, selon le MRACS, 5 types de personnes. Les personnes qui sont racisées, et j'expliquerai après ce que ça veut dire, sur base de la couleur de peau, sur base de leur nationalité, sur base de leur orientation philosophique ou religieuse, sur base de leur langue, et sur base aussi de ce qu'on appelle, alors que c'est tout à fait une construction sociale, l'origine ethnique, ou alors ce qu'on appelait avant la race, la prétendue race. Alors, le terme race en anglais n'est pas connoté comme en français, donc, mais l'idée qu'on appartiendrait à un groupe culturel, ethnique ou racial, donc c'est les 5 critères sur lesquels il y a des théories racistes qui sont construites depuis plusieurs siècles et à partir duquel donc, découle un contexte discriminatoire à l'égard des personnes qui sont porteuses de ces critères. Si tu vis ici, il faut adapter. Il faut apprendre le français, aussi le néerlandais, parce que des fois tu trouves du travail. Si tu ne parles pas, on ne te prend pas. Tu ne peux pas travailler sans parler les langues qui sont ici. Maximum, si tu parles français, il faut améliorer le français. Si c'est le néerlandais, il faut essayer d'apprendre. C'est dur, mais il faut essayer. Sinon, tu n'adapteras jamais. Sans la langue, tu n'adapteras jamais. Je suis africaine, je ne parle pas bien le français. Est-ce que c'est facile d'avoir le travail? Non, c'est très difficile. Okay. Première fois, il dit qu'il faut aller apprendre français, lire, écrire. Après,
retourne chez nous pour le travail. D'abord, parle bien. Ouais. J'ai été ici à côté, la maison communale. J'ai été 3 fois, il m'a envoyé chez CPS pour faire des formations de nettoyage. Ici, un monsieur africain, il m'a refusé 3 fois. Il a dit que, la dernière fois quand j'étais, il a dit que pourquoi vous venez ici, pourquoi tu ne touches pas sur autre chose. Il parle très dur. C'est comme un policier qui met beaucoup de questions. Femme de bonne volonté internationale, ambassadrice de l'amour, c'est une ASBL qui, dans ses objectifs, prône, comment je dis ça, l'éducation, l'amélioration des conditions de vie des femmes, des hommes et des enfants. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons comme objectif l'éducation, et cela se voit à travers l'action que nous menons ici, c'est-à-dire l'alphabétisation des personnes immigrées. Elles écrivent déjà parfaitement bien, et pour nous c'est une sorte de fierté, et on s'est dit, ben voilà, cette amélioration, c'est un processus, on est en train de le faire. Donc moi je vais donc m'adresser à mon public. Qu'est-ce que le fait de venir ici et d'apprendre le français leur apporte? Je suis là pour apprendre le français parce qu'ici, il faut parler le français parce que c'est difficile qu'il y ait quelqu'un qui ne parle pas le français. Tu vas à l'hôpital, il n'y a personne qui va avec toi. Tu énerves parce que tu ne sais pas parler. Et c'est très important, comme à manger. Le français, c'est comme à manger. Il faut manger tous les jours. Il faut parler le français tous les jours. Tu as raison. Par exemple, j'ai besoin à la commune, je partir à la commune. C'est obligatoire, il y a quelqu'un avec moi. Mais quand je viens ici, je n'ai pas besoin. Donc je vais comme j'ai débrouillé toute seule, donc je n'ai pas besoin de quelqu'un. Et tu as vu un changement depuis que tu es ici? Oui, un peu. Ok. Je parle un peu bien, j'ai lire, j'ai écrire un peu. Oui. Ça va. Ok. Je suis contente. Afida. Je veux parler français. Je veux travailler, mais je veux pas. Je parle pas bien français. C'est pas pour facile. Le travail, c'est à l'hôpital et c'est beaucoup de choses. Mimouna, avec ton foulard, tu penses que c'est facile d'arriver et de dire, ben, c'est pas facile. C'est pas facile. Non. Voilà. En plus de la langue, le foulard. Je dirais Choukran Bezef. Je dirais Moutumex. Je dirais Téchékula, mon groupe, parce que ils ont à donner et ils ont à recevoir. Et c'est ainsi que nous vivons notre multi- et interculturalité et notre cohésion sociale au sein de notre groupe et surtout à Molembe. Si on veut vraiment avoir une société où il y a cohésion, où il y a vivre ensemble, il faut absolument qu'on lutte contre les inégalités. Mais lutter contre les inégalités, ça c'est un vrai programme politique. C'est pas la cohésion sociale, le vivre ensemble. Ça c'est, je vais pas dire que c'est du vent, mais c'est quelque chose de totalement opaque, de totalement flou qu'on ne sait pas mesurer. Par contre, les inégalités, c'est quelque chose de très quantifiable, et tout le monde le sait, et donc on va certainement pas avoir le débat là-dessus. Ah oui, de temps en temps, il y en a un qui va intervenir sur les inégalités, sur le compte des inégalités, mais vraiment, est-ce que le système politique, le système donc dominant est prêt à remettre en jeu les acquis du groupe dominant? Ça ne se fait pas pour le moment. Ça ne se fait pas pour le moment. Et c'est certainement pas le cadre juridique antiraciste qui le permet. Donc c'est pour ça c'est un mouvement social l'antiracisme. D'accord? Et donc si on veut mettre fin au repli identitaire, donc ce qu'ils appellent le repli identitaire, donc le fait de se replier sur soi-même, sur son groupe, c'est pas par injonction, c'est en donnant à chacun sa place dans la société. Je crois que les discriminations expliquent en grande partie la localisation des immigrés. Il faut imaginer qu'on soit pour rendre les choses tout à fait compliquées, un ménage avec un enfant qui arrive à Bruxelles et qui doit y trouver un logement et un emploi, qui sont les deux choses principales pour pouvoir s'installer en ville.
Et on voit tout de suite que les possibilités sont assez limitées et que les chances de pouvoir s'en sortir de cette façon-là sont plus grandes dans le centre-ville que dans la périphérie. Et donc ça a à voir avec le marché du logement, avec les discriminations sur le marché du logement, avec les prix du logement également, avec les dimensions du logement, avec la qualité du logement. Tout ça fait que les quartiers plus bourgeois en périphérie de la ville sont absolument pas ouverts à quelqu'un qui doit commencer en partant de zéro. Pour les logements, moi je préfère vivre en communauté. Parce que ici à Escarbek, il y a des mosquées. Vraiment, ici il y a tout. Moi si je préfère, c'est moi qui choisis là où j'habite. C'est à Escarbek que je choisis. Parce qu'ici, il y a les logements qui sont moins chers. Tu vois, ici c'est comme l'Afrique. Si on parle maintenant du fait que des personnes racisées, donc à l'égard duquel il y a de l'oppression depuis plusieurs siècles, donc, les Sahraouis refusent par exemple de rencontrer tel autre groupe de personnes ou tel autre groupe de personnes, moi je n'y vois jamais qu'une conséquence, je n'y vois pas une cause de la cohésion sociale, du manque de cohésion sociale, de vivre ensemble. C'est une coquille vide, un repli identitaire, on en met c'est un truc un peu fourre-tout comme radicalisation, comme d'autres, termes comme ça à usage politique. Et donc l'idée du repli identitaire, c'est de dire que ces personnes racisées auraient le culot de vouloir s'organiser ou se penser comme groupe, indépendamment du groupe dominant. D'accord ? Et donc, on parle du repli identitaire souvent à l'égard des personnes d'origine subsaharienne ou alors des personnes qui sont de religion musulmane, donc pratiquées ou non pratiquées. Et donc, on est texte de repli identitaire dès lors qu'elles seraient dans une logique de se penser à travers un critère ou un référent qui ne serait pas le référent dominant. D'accord ? Et pour bien comprendre l'enjeu de cette accusation de repli identitaire à l'égard des personnes racisées, c'est que d'abord, une société où il y a une cohésion sociale totale, où 100% de la population se retrouve sur un socle commun, ça n'a jamais existé. D'accord ? Si on prend le concept de classe, si on prend les classes sociales élevées n'ont jamais frayé avec les classes subalternes, jamais. D'ailleurs, Bruxelles est très marquée par ces différences géographiques entre les quartiers plus riches et les quartiers plus pauvres. Concernant le repli identitaire, moi je pense vraiment que les personnes ont envie de s'intégrer et sont là pour ça, et donc elles font tout pour. Donc c'est-à-dire que elles viennent vers nous, elles ont des demandes, donc tout est mis en place pour aussi qu'on puisse comprendre leurs demandes et essayer d'y répondre au mieux, quoi. أكيد هو بلدي، يعني إنه بلدي اللي أنا نشأت فيه، بس أنا عن نفسي إنه ما عندي مشكلة إذا أكمل حياتي ببلجيكا يعني. Les gens, une fois qu'ils sont dans la société, petit à petit apprennent la langue, font des formations, des remises à niveau, trouvent un travail. Ils font leurs courses comme tout le monde, ils paient leurs impôts comme tout le monde, leur électricité, leur gaz, ils louent des immeubles, enfin un appartement. Et ces gens contribuent à l'économie de la société, mais également aussi à l'économie culturelle, au développement de la ville de Bruxelles, qui est une ville multiculturelle qu'on aime mettre en avant pour ses côtés positifs. Si j'avais un message à faire passer à tous les Belges de souche, c'est soyez ouverts, soyez intéressés et faites en sorte de connaître votre voisin, les gens que vous rencontrez, que ce soit les publics arabophones venant de Syrie, que ce soit n'importe qui, je veux dire n'importe quelle personne dans le monde, ça vaut le coup, ça enrichit et c'est vraiment c'est positif, quoi, c'est gratifiant comme. Selon moi, les personnes qui pensent que les réfugiés, les migrants viennent ici pour voler notre travail, profiter des allocations et finalement rester oisifs dans la société, c'est un peu se tromper parce que si on voit à Bruxelles, la plupart des gens qui conduisent les trams ou qui ramassent les poubelles, ce sont des étrangers ou d'origine étrangère. Les petits jobs et les boulots les plus dépréciés, en général, sont laissés aux étrangers, ce qui était donné aux pauvres avant, ce qui sont un peu pour l'instant les mêmes. Et je pense qu'en effet,
des gens qui arrivent ici, qui reçoivent directement des allocations familiales, ce sont des gens qui sont en statut de réfugié de protection subsidiaire, qui sont les accords de Genève, qui sont que l'État se doit de protéger ces personnes parce qu'elles fuient des conflits, une zone de guerre. Et donc ces gens-là ne sont pas là pour profiter. Ils ont peut-être une maison qui a explosé, perdu la moitié de leur famille. Et à mon avis, elles ne sont pas aptes à pouvoir travailler ou à s'insérer dans la société dans les semaines et les mois qui viennent. Et c'est à l'État et à ceux qui ont signé ça de porter assistance à ces personnes-là. Personnellement, pour moi, c'est pas du profit, mais c'est d'aider des gens en situation de besoin. Si on veut vraiment mettre fin au repli identitaire, ce prétendu repli identitaire des personnes racisées, il faut d'abord que ces dominants blancs cessent leur communautarisme blanc et leur repli identitaire, c'est la première chose, qu'ils acceptent de remettre en jeu leurs acquis, leur position, leur monopole sur les ressources économiques, politiques, sur donc, leur place en fait. Et ensuite, une fois qu'on aura une société égalitaire, ou en tout cas qui tendra davantage vers l'égalité, là on pourra vraiment commencer à, et de manière tout à fait naturelle, je suis certain, observer une meilleure cohésion, un meilleur vivre ensemble. Parce que chacun aura eu sa place dans le plein respect de sa dignité et de sa personne, quel qu'il soit, qu'est-ce qu'il choisit d'être, enfin, quoi que ce soit qu'il ait choisi d'être par rapport à sa conception de la vie bonne, religieuse, non religieuse, son identité culturelle. Voilà. Et ça, c'est vraiment la meilleure manière de lutter contre le repli identitaire. Mais le premier repli identitaire, et le seul repli identitaire en fait, contre lequel il faut lutter prioritairement en tant qu'antiraciste, c'est le repli identitaire blanc qui a fait des millions de morts à travers le monde depuis plusieurs siècles. La leçon qu'il faut tirer de toutes les difficultés que Bruxelles a connues dans le passé et connaît encore aujourd'hui avec l'immigration, c'est de comprendre réellement ce que c'est une ville et de choisir non pas pour la tradition, non pas pour l'homogénéité sociale, de n'aimer ou de ne s'intéresser qu'aux gens de sa propre classe sociale et de sa propre origine, mais au contraire d'apprécier la diversité et d'apprécier le changement également qui fait de Bruxelles un lieu cosmopolite, comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà un lieu où on peut faire le tour et y rencontrer l'ensemble du monde. Malheureusement, ça ne se passe pas sans difficulté. C'est probablement plus difficile d'accepter qu'il y ait des gens sans le sou qui arrivent à Bruxelles et puis qui tirent leur plan tant bien que mal, avec la solidarité, heureusement, d'autres citadins dans le parc Maximilien, que de se retrancher dans son lotissement, dans sa villa, et de se plaindre que la ville change et qu'elle paraît dangereuse parce qu'on ne la connaît pas.